Donc après, c'est déjà vraiment la longue marche vers Tambov est terminée par des trains. Enfin, c'était pas vraiment des trains, hein, c'était carrément des wagons à bestiaux dans lesquels vous avez fini pour arriver là-haut. Bon, il faut citer dans une journée là, du 30 au 31 janvier, on a fini sur une armoire à 3 bonhommes. Tellement avec les gosses de fusil qu'on a rentré dans une pièce. Et là, on ne trouvait pas parce qu'il y avait tellement de monde. Alors avec ma dernière force, je suis monté sur l'armoire. Et puis un deuxième et un troisième. Et puis on a fini la nuit là. Et l'autre jour de nouveau, travail dans la neige là. Et les camions qui nous croisaient étaient la plupart des femmes qui conduisaient. Et c'était pire que les hommes. Ils auraient bien voulu nous tuer parce qu'ils tiraient leurs pistolets. Mais bon. Alors d'un camp à l'autre, et puis jusqu'à Volkovisk. C'est à côté de Grodno. Et là, je suis resté jusqu'au mois de mai. Et fin mai. Alors là, je passais. C'était bien. C'était pas là. Correct, on va dire. C'était. Il a reçu ta soupe. Et puis, vers le printemps, là, je suis sorti. Et alors, j'ai fait la labourée. Oui. Et à un moment donné, j'avais une cocotte bleu rouge un galop. Alors, à un moment donné, c'était dans un village, là. Et quand je fais le tour avec le cheval et une charrue, il y a un qui m'attendait là. C'était français, oui. C'était un type d'un Polonais qui parlait un peu de français, parce qu'il y a beaucoup de Polonais qui ont travaillé dans Lorraine, dans la Syrie. Et là, quand j'étais refait, il m'a apporté un bol de lait et un morceau de pain. Alors là, c'était. On ne croit pas que. C'est comme ça. Et encore le soir, avant de rentrer, il a encore donné quelques pépés de tabac. Des feuilles de tabac, et ça, c'était vraiment pour partager, pour avoir tout pour le tabac. Il y en a qui ont signé leur mort à cause du tabac, qui ont vendu leur ration de pain pour fumer. Comme c'était plus tard, c'était pareil, même à Tambov. Même à Tambov, il y avait. Moi, je le dirai plus tard, que j'ai fait, dans mon temps, j'ai fait 2 pipes pour fumer le Mahorka qu'on a reçu. Et dès que je les avais terminés, je les ai donnés au tempo pour des rations de pain. En échange? En échange. À quelle période vous êtes arrivé à Tambov alors? Je suis arrivé à Tambov vers le 3-4 juin. En juin 1945. Et alors là, il n'y avait plus rien du tout à manger parce que moi-même, je faisais partie pour mettre dans le train la nourriture pour les temps de prisonniers. Et je savais combien qu'il y avait. Et puis, au passage vers Smolensk, et toutes les grandes villes, il y avait toujours des nouveaux
prisonniers qui s'amenaient et ainsi de suite. Et en plus, les cartes, ils ont donné de la nourriture qu'ils nous devaient. Ils les ont échangés pour la vodka. Et que les quelques derniers jours, on n'avait plus rien. Mais alors là, plus rien à manger, mais rien du tout. Et je me rappelle un prêtre orthodoxe, non? De la vallée du Rep. Et celui-là, ils auraient donné, mais il n'avait rien du tout. On avait encore une boule de singe, sèche, c'est du sèche pour 34 podums. Et puis il fallait jusqu'à Rata, dans la forêt de Tambov. Et là, il faut faire ces kilomètres de la gare de Rata jusqu'au corps. C'était combien? 3-4 km à peu près, c'est ça? 4-5 km, ben, ça a duré une éternité. Parce qu'on n'était plus capable de marcher. Tout le monde était vraiment à plat. Et c'est pour ça que je suis donné, et ainsi presque tous qui ont fait partie de ce combat étaient des convalescents. Alors, plus tard, j'étais pris dans la baraque 32, la baraque des convalescents, quoi. Et j'avais pas besoin d'y aller au commandant extérieur parce que c'était très dur là-bas, parce qu'il y avait deux commandants spéciaux qui étaient sur le commando du Séclus et le commando des troupes. Il fallait creuser les troupes, et ça c'était énorme, hein. Et avec du matériel primitif, quoi. Parlez-nous encore de ce quotidien alors dans ce camp. Évidemment, pas grand-chose à manger, presque rien. Des maladies, le typhus, des fièvres, dysenterie, un peu de tout, quoi. Il y a une chose, c'est que dans le camp, c'était vraiment, parce que nous, on était responsables de la propriété de la baraque. La baraque 32, c'était une baraque d'une 70-80 mètres de longueur. Et il n'y a que le toit qui dépassait la terre. Et le reste était souterrain. Il y a une longue, au milieu, il y a une longue allée. Et de chaque côté, il y avait des pavillons de 2 étages. Et là, vous étiez à combien là-dedans, monsieur Huchler? On était environ 200. 200. Environ. Bon, et il en mourait presque tous les jours? Il en mourait presque tous les jours? Non, mais c'était avant, et bien. Il en mourait, il y a des nouveaux, et ainsi de suite, que ça se passait. Et c'est pour ça. Nous, le matin, tout le monde, quand il y avait, pour le chef de baraque, le partage du pain, c'était un travail ingrat pour le chef du baraque, parce que tant et tant qui visaient, qui regardaient avec une balance artisanale qu'ils ont construit là. Et chacun avait peur qu'il reçoive un morceau plus grand que l'autre. Et vous vous rendez compte, et c'était bon. Mais il fallait le manger et le garder et être
Et c'est comme et après, il y avait le Poverka. Ça veut dire le comptage. Et ça pouvait des fois durer des heures et des heures. Parce que la faute était des fois au chef de baraque. Parce qu'il gardait un mort pour recevoir sa ration journalière avec du pain et sa soupe. Et nous, au compte, rastwatrisch, terribiaches, et c'était ainsi que nous on était dehors, par n'importe quel temps, si demain, et là, pour passer le temps, des fois, on cherchait des poux dans le revers du besto le type de devant. Et là, on avait vraiment une chasse assez importante, parce qu'il y en avait assez. Bon. Et comme vous m'avez raconté à propos du pain aussi, quand nous avons préparé cette émission, vous aviez essayé de garder un bout de pain dans votre veste pour le lendemain. J'avais toujours, ça c'était toujours pour moi une petite, petit bout de pain, parce que si jamais je tombais dans les bombes, c'était tellement. Alors là, le matin, quand je me suis réveillé, je me sentais pas bien. J'ai dit, maintenant je voulais avoir un morceau de pain dans ma veste, dans mon sac. Il n'y avait plus rien, même plus de sac. Il y avait des rats qui m'ont tout bouffé la nuit. La veste et le pain. Et la veste et tout. On n'aurait pas traité des animaux comme ça, je pense. Non, mais et en plus, il y avait sur le pamphlet, là, c'était des planches brutes. Il y avait, certes, on avait une couverture, mais là, avec ça, on voulait dormir. Mais il y avait une énormité de puces, poux et punaises qui se faisaient devoir de nous laisser éveiller toute la nuit. Vous m'avez dit aussi, vous avez une phrase assez fantastique, la France nous a lâchés en 1940, en 1942 encore avec l'incorporation de force, et en 1945, parce qu'après le 8 mai, donc l'armistice, vous n'avez pas été rapatrié tout de suite. Ah ben c'est vrai, parce que la guerre s'est terminée le 8 mai, et nous, on traînait en mois de septembre, on traînait encore en Russie. À Tambov. Et ils auraient bien pu, non, parce qu'on avait tous les jours une dizaine, douzaine, une vingtaine de morts, tous les jours. Alors vous vous rendez compte. Dans quelles conditions vous avez été libéré alors du camp? Moi j'avais... Et à quel moment? Moi, non, au mois de début août, je suis tombé malade. J'avais une fièvre jusqu'à 40 degrés. Il y avait un toubib italien qui, lui, il parlait un peu notre langue. Et alors, et avec la doctrice, la mère des Français qu'on l'a nommée là-bas, ils m'ont envoyé à l'hôpital numéro 8. Et là, ils m'ont dit typhus. Typhus. Alors, et les Russes, ils se méfiaient beaucoup de cette maladie parce qu'ils risquaient une épidémie. Et là, quand la doctrice et le docteur italien se sont discutés ensemble, alors j'ai entendu le nom Kirsanov. Et Kirsanov était une annexe de l'hôpital. Et aller à Kirsanov était une allée sans retour.
Et le soir, quand le docteur italien qui venait me voir, je lui ai dit qu'il fasse tout, que s'il peut, de me rayer, s'il peut me rayer du convoi, quand je suis sur le convoi de Kirsanov, et ça a réussi. Je suis resté à Tambov, et encore merci maintenant. Ça. Et après, tu as arrivé un long voyage retour de presque 2 mois. Après, il y avait le 8 septembre, le matin, rassemblement. On a formé le convoi de retour. C'était le premier convoi avec 1500 personnes? Non, ça c'est le convoi était le 15 juillet 1944. Là, j'étais pas encore à Tambov. Et bon, et le premier qui est parti, c'était déjà 10 jours avant le 8. Et parce qu'on a croisé parce qu'on restait des fois des jours entiers sur un quai. Et bon. Ouais, c'est un véritable périple que vous avez fait. Hein. Vous êtes passé à Brest, moi, je suis parti avec le convoi des malades. Et on avait une 60aine de morts encore. Pendant le trajet. Donc votre copain de Hildesheim. Je ne sais pas tout à fait quand et comment, mais entre Smolensk et Brest-Litovsk, et là, quelque part, si tu n'avais pas un beau combat, alors personne ne sait rien. C'est là qu'il y a les fermistes. Si tu avais un combat, bon, on est quand même 13 la plupart du temps, il y en a et l'autre était dehors c'était commandant, il restait dehors 4-5 semaines, et jusqu'à épuisement total. Alors, il y avait aussi l'étape au camp de transit de Francfort-sur-Oder. On est allé jusqu'à Francfort. Attendez. Je sais bien combien de temps, à Francfort-Oder, et là on est resté quelques jours encore là, à Francfort-Oder, et là j'ai laissé un beau copain à Francfort-Oder qui ne pouvait plus, il tenait plus sur ses pieds, il est allé ailleurs entre 3 semaines plus tard que nous. Mais vous en avez rencontré un autre de Lorraine, de Hayange? Celui-là, il a fait partie avec moi. Et quand le 13 est arrêté des journées entières, il est sorti. Il parlait aussi un peu le polonais. Il était de Hayange. Et il sortait pour manger. Il ramenait du pain beurré. Et là-bas, j'ai fait la cuisine dans Sanopi. Et ce qui manquait, c'était le bois si par malheur, à Paysa avait un champ avec des patates, là, c'était au mois de septembre. Alors là, les postes, ils pouvaient tirer en l'air, ça ne servait absolument à rien, parce que là, on avait tellement fait. Donc après, les autres étapes, après, c'était Berlin, Magdebourg, et enfin, le 17 octobre, vous arrivez à on va dire, la ligne de démarcation vers les Anglais. C'est bien ça? Le 17 octobre. Jour de gloire. Là, on a passé la ligne de démarcation entre les Russes et les Anglais. Et je me rappellerai toujours de cette journée-là, parce que sur le quai, quand le train s'est arrêté,
il y avait un tas de patates que tout le monde avait récupéré parce que... Et alors on achetait tout ça. Les Anglais nous ont cherché avec des camions. Tandis que en Russie, deux, toi. Hein, et bon, alors là. Rien. Mais c'était pas tout à fait fini parce que vous êtes allé jusqu'en Hollande. Vous êtes descendu en Belgique. Pas trop vite. Il y avait un camp de RAT là, à Wolfsburg. Et là, il y avait un commandant français qui demandait de quel village tu es, qui parlait l'alsacien évidemment, et de Saverne. Ah, comment s'appelle le maire du village, et ainsi de suite, pour voir s'il y a des Allemands avec nous. Mais des Allemands, il y en avait, mais ils étaient déjà partis là, l'Allemagne de l'Est. Et bon, alors, contre les poux et les punaises et les puces, il fallait passer au truc là devant. Ouais. Et plus de puces, plus de poux, plus rien du tout. C'était tellement efficace alors là, tandis que ils avaient leur logement chez les bonhommes. On s'imaginer que ça. Mais maintenant, encore, quand j'y parle, il y a des bouffes. Ça vous dérange. Là, on supporte quelque chose. Mais vous pouvez me croire qu'il faut être... J'étais jeune. C'est pour ça qu'il faut témoigner, Louis. Hein? C'est pour ça qu'il faut témoigner, justement. Alors, là, donc, on y va en Hollande et en Belgique, alors? Non. Non, pas encore. Et puis, à 3, on recevait un paquet de la Croix-Rouge. Une chose qu'on ne connaissait pas en Russie. La Croix-Rouge. Et alors, là, avec moi, j'ai trouvé un type de chez nous. Du village, nommé Knapp. Ils sont morts tous. Mais, et là, à 3 personnes, et un autre qui était de la LVF, la Légion volontaire française. Et nous, on a embarqué sur des GMC à la gare et refermé le wagon en question. Mais on se croyait libre, et maintenant on enferme de nouveau. Et après un certain moment, il y avait un garde qui est venu, il a ouvert la porte, ils ont demandé ceux de la Légion volontaire française. Alors là, évidemment, on était comme ça avec ces traîtres. Pour nous, c'était des traîtres. Et alors, il est sorti. Alors, on avait notre... À 2, au lieu de 3, on a commencé à manger. Et alors, j'avais encore des timboulas, ça veut dire des oignons. Une fois de singe, on a commencé à manger, on a mangé. Et le soir, le train est parti. Vers la Hollande, Belgique. Valenciennes, Paris. Et dans chaque grande gare, on touchait une soupe. Mais alors pas de la flotte, vraiment une soupe constante. Une vraie soupe. Parce que la soupe à Tambov, que ce soit une tête de hareng, à moitié pourrie ou quelques feuilles de choux, et c'était pratiquement tout. C'était de l'eau. Tandis que ça, les soupes qu'on a touchées sur les cas, c'est vraiment bien.
Et vous m'avez dit aussi qu'à Schaerbeek, à côté de Bruxelles, vous n'oublierez jamais le buffet qu'on vous a servi, un vrai buffet. Ben, ça c'est... Je n'oublierai jamais ça. Parce que après, plus tard, j'ai toujours passé là pour aller à Hollande. J'avais un fils à Hollande qui avait un restaurant là-bas et on est allé 3 fois par an, on est allé chez lui. Là, il est mort d'ailleurs à 56 ans, il avait un cancer. Ja, et là, je me rappelle, un réfectoire à Schaerbeek, Bruxelles. C'était un faubourg de Bruxelles. Et vers le nord, en venant de Hollande. Et là, mais au bout de 2 minutes, tout le quai était soudé. Parce que la chiasse que tout le monde avait. Alors, non, mais c'est triste de le dire, mais les toilettes étaient toutes pleines. Il n'y avait aucun qui n'avait pas la chiotte. Il y a une autre chose que je veux vous le dire après tout. Et puis, on est arrivé à ce Schaerbeek-là, un réfectoire, des nappes blanches sur la table, des grands miches de pain blanc, jambon, beurre, cigarettes. On n'y croyait plus qu'on était des êtres humains. Tellement ils nous ont gâtés. Ça, je n'oublierai jamais, jamais. Et puis, on est reparti jusqu'à Valenciennes. Là, on a reçu la première, la pierre. Et tout le temps, on mange. Et elle a craqué. Complètement craqué. Enfin, fini. Heureusement, il y avait mon copain qui m'a supporté et qui m'a... on est arrivé jusqu'à Paris. Et à Paris... Là, vous avez retrouvé beaucoup d'autres Alsaciens. On n'était que des Alsaciens là. À Paris, on aurait dû... J'ai fait une gaffe là, on aurait pu faire ça. Il fallait se porter malade et aller à l'hôpital, parce que là, on a eu des invalidités. Moi, j'ai quand même eu de la chance après. Bon, il y avait au moins une vingtaine d'hommes, c'est beaucoup plus avec des brancardiers, pour ceux qui ne pouvaient plus marcher. Alors là, tout le monde voulait rentrer. Là, et là, tout était plein à Paris. On est arrivé au Reuilly. Et c'est là, dans cette caserne, tout en haut sous le toit, qu'on passait la nuit et le lendemain matin, il fallait passer les bureaux de rapatriement. Et moi, quand je vais presque au bureau, il fallait que je ressorte. Et ainsi de suite. Mon copain est rentré 2 jours plus tôt que moi. Et bon, et c'est ainsi là. Quand on est rentré là. Strasbourg. Non, quand on est à Paris, là, sur le quai, on aurait dit on est en Alsace. Is een van dood, is een van hoofdvalten dood, is een van Perm, n'importe quoi. On parlait vraiment d'Alsacien, not about chose. Et tandis qu'à Strasbourg, personne. Personne. On est arrivé le matin à Strasbourg à 6h30, il n'y avait personne. J'avais le train pour rentrer alors à 11h, je crois.
Ja. Et de Strasbourg à Hildesheim, vous êtes rentré comment? Hein? De Strasbourg à Hildesheim, vous êtes rentré? Avec le train. Le train. Oui, oui, oui. Et puis, il y avait un autre de Hildesheim aussi. Le frère nous a cherchés à la gare. À la gare, ja. Et je ne me rappelle plus comment ils sont. Parce que le téléphone n'existait pas à l'époque chez nous. Et j'ai rencontré des dames de Hildesheim là, au coupé. Bon. Et vous êtes revenu chez vous en octobre 45? Le 29 octobre 45. Ja. Et quand je donc maman n'était plus là? Ja. Ja. Ja, hij mocht nog janvier. Ja. Ce Müncher pendant... Il y a autre chose que je voulais encore dire au sujet qui me chagrine encore aujourd'hui. La police dans le camp de Tambov. Pour quelques soupes, il y avait des compatriotes qui dénonçaient pour la moindre faute, la plus minime, tous ceux. Et la punition, c'était la corvée de chiottes. Et la corvée de chiottes était à 50-60% corvée de maladie et de mort. C'est le mode genre. Quand ils étaient tellement épuisés, ils recevaient encore 5 jours de plus. Et alors là, et la corvée de chiottes était à 50-60% corvée de maladie et de mort. C'est le mode genre. Quand ils étaient tellement épuisés, ils recevaient encore 5 jours de plus. Et alors là, irrémédiablement, ça. Et ça, que Dieu le pardonne, mais c'est une chose que... Mais il dit, quand on a tellement fait, on fait des choses qu'on ne fera pas normalement. Dans d'autres circonstances. Alors pendant de longues années, vous avez complètement refusé de parler de cette période? Non, mais j'avais horreur de... Mais j'avais des fois des nuits que j'avais des cauchemars. Des cauchemars? Mais ça va maintenant, mais longtemps. Et bon... Et qu'est-ce qui vous a décidé à témoigner alors ces dernières années? Bon, et avec... J'avais beaucoup des rassemblements des anciens de Tambov qui ont commencé avec la marche à pied jusqu'au mont national à Aubernais. Et là, c'est une rentrée, une union. Et puis bon, alors là, on commençait à parler et ainsi de suite. Bon, je ne me rappelle plus du tout après des choses en captivité ou n'importe. Je sais encore tous les temps. Oui, je suis étonné par votre mémoire au jour près. Non, mais c'est formidable. Est-ce que c'est aussi par rapport à la jeunesse pour apporter un témoignage, surtout pour ça, parce que pour que la jeunesse vit en paix, pour qu'il n'y aura plus jamais une chose pareille, parce que qu'est-ce que coûte une guerre? Des milliards et des milliards. Si on calcule une seule coup de feu d'un fusil, si seulement ça coûte 1 euro, ou même 50 cents, peu importe, mais des milliards et des milliards de coups, sans parler des obus, des bombes qui coûtent même qui coûtent des millions. Alors, une superconstellation qui a lâché des bombes en Allemagne ou le contraire,
des sommes inouïes. Avec ça, on pourrait vivre en paix des années et des années. Et malheureusement. Et si ceux qui cherchent la guerre, qu'on les élimine tout de suite. Alors, on l'a vu aussi à travers votre récit, vous avez souvent eu un peu de chance, il y a eu un peu de ruse, un peu de roublardise, des fois vous avez fait des rencontres fortuites qui vous ont apporté quelque chose, une infirmière, un médecin, un copain, qui vous ont aidé, mais vous êtes toujours là. Mais il fallait quand même avoir beaucoup de chance. Ça, et je crois en Dieu. Alors là, qu'est-ce qu'on appelait des nuits entières? Quand vous n'avez pas dormi? Alors, et comme je dis, là, la nuit que je priais pour que me réveille du transport à Kirsanov, et j'ai été sauvé. Est-ce que quand vous y réfléchissez, a posteriori, le fait d'avoir fait de l'athlétisme, d'avoir été très très bon, une bonne condition physique, un très bon athlète, est-ce que ça peut vous aider un petit peu? La condition physique, là, c'était jusqu'au dernier, ça allait vraiment encore, je dirais bien, mais la condition physique ne jouait pas parce qu'on n'avait rien. Vous étiez affaibli. L'unique chose, c'était avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'était l'unique bataille qu'on avait du matin au soir et du soir au matin. Avoir quelque chose pour faire la dent, sous la dent. Et c'était ainsi. Hop. En guise de conclusion et pour finir, je voudrais que vous nous disiez, en message d'espoir, ce petit poème que vous avez composé en alsacien. Ja, ça me plairait beaucoup. Ja, oh, wie kann's doch so schön sein auf der Welt, wenn alle Menschen versuchen, einander zu verstehen. Im Dorf, im Land, ja auf der ganzen Welt. Statt Habgier, Hass und Krieg, viel Verständnis und artig viel Liebe. Nur war das Leben auf dieser Welt noch lange nicht so trieb. Ja, so habe ich die traduction. Oh, qu'il serait de bon vivre tout ensemble sur cette terre, si tout humain essayait de se comporter partout dans le monde au lieu de cette avidité, haine et des guerres. Beaucoup de compréhensibilité et énormément d'amour alors vivre ensemble sur cette terre sera beau combat sombre. La traduction. Monsieur Muchler, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus pour cet enregistrement pour la télé locale d'Irstein. Merci beaucoup.